Je m'appelle Tori Thatcher et j'ai 32 ans. Il y a 5 ans, ma mère m'a appelé 3 jours avant Thanksgiving et m'a dit 7 mots qui ont brisé tout ce que je croyais savoir sur la famille: ne rentre pas à la maison cette année. Victoria ne veut pas de drame. Aucune explication, aucune excuse, juste une porte violemment refermée sur 27 ans d'efforts pour trouver ma place. J'ai passé ce Thanksgiving seul dans un restaurant à Boston, regardant des familles heureuses rire ensemble, tout en retenant mes larmes devant un dîner de dinde froide. Je n'avais aucune idée que les inconnus de la table voisine allaient devenir la famille dont j'avais toujours rêvé. Je n'avais aucune idée que, 5 ans plus tard, ils seraient présentés à mon mariage comme les parents de la mariée, pendant que mes parents biologiques regarderaient, non invités, réalisant qu'ils avaient été remplacés de toutes les manières qui comptent. Avant de vous raconter ce qui s'est passé, veuillez prendre un moment pour aimer et vous abonner, mais seulement si cette histoire résonne en vous, et dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous. Laissez-moi vous ramener à l'appel téléphonique qui a tout changé. Je me souviens exactement où j'étais quand mon téléphone a sonné. Le 21 novembre, 3 jours avant Thanksgiving. J'étais dans mon minuscule studio à Boston, entouré de valises à moitié faites et de l'odeur de la bougie à la citrouille que j'avais allumée pour me mettre dans l'esprit des fêtes. J'avais déjà acheté mon billet d'avion pour rentrer dans le Connecticut. Non remboursable, bien sûr. Le nom de maman s'est affiché sur mon écran. J'ai souri et j'ai décroché. Salut, maman. J'allais justement. Tori. Sa voix était plate, froide. Je dois te dire quelque chose. Mon estomac s'est noué. Ce ton n'annonçait jamais rien de bon. Qu'est-ce qui ne va pas? Papa va bien? Ton père va bien. Une pause. Écoute, j'ai réfléchi. Ne rentre pas à la maison cette année. J'ai ri, sincèrement. Je pensais qu'elle plaisantait. Comment ça? Victoria ne veut pas de drame. Elle est de nouveau enceinte, et elle n'a pas besoin de ce stress. J'ai serré le téléphone plus fort. Un drame? Quel drame? Je n'ai même pas parlé à Victoria depuis des mois. Exactement, a durci la voix de maman. Et gardons les choses ainsi. Tu sais comment tu es. Comment je suis? Ma voix s'est brisée. Maman, je lui ai littéralement demandé l'année dernière pourquoi elle ne m'avait pas invité à sa baby shower. Ce n'est pas un drame. C'est une question. Tu vois? C'est exactement ce que je veux dire. Tu ramènes toujours tout à toi. Je suis resté là, figé, regardant la neige tomber par ma fenêtre. 27 ans, et ma mère me disait que je n'étais pas la bienvenue à Thanksgiving parce que j'avais, une fois, demandé pourquoi j'étais exclu. Maman, j'ai déjà acheté mon billet. Alors, fais-toi rembourser. Son ton ne laissait aucune place à la négociation. Victoria est enceinte. Elle n'a pas besoin de stress. Tu comprends? La ligne a été coupée. Je comprenais parfaitement. J'avais toujours été le sacrifice acceptable. J'aimerais pouvoir dire que c'était la première fois. Mais alors que j'étais assise sur le bord de mon lit, fixant mon billet d'avion inutile, les souvenirs ont afflué, comme une compilation de déceptions. Ma fête pour mes 16 ans. Je la préparais depuis des mois, un petit rassemblement avec mes 3 meilleurs amis. Maman avait promis qu'on aurait un gâteau et qu'on irait au bowling. Mais le matin même, Victoria a appelé, en pleurant, parce qu'elle avait raté son examen de calcul et avait besoin de soutien émotionnel. Ma fête a été annulée. Nous avons passé la journée à consoler ma sœur. Ne sois pas dramatique, Tori. Ta sœur a plus besoin de nous en ce moment. Tu pourras fêter ça le week-end prochain. Nous ne l'avons jamais fait. Puis, il y a eu ma remise de diplôme universitaire. J'avais travaillé si dur pour ce moment 4 ans de nuits blanches, de petits boulots, et de survie à base de nouilles instantanées. J'étais la première de ma famille à obtenir un diplôme avec mention. Quand j'ai traversé cette scène, j'ai cherché mes parents dans la foule. Leur siège était vide. Ils sont arrivés 2 heures plus tard. Victoria avait un contrôle prénatal de routine qui ne pouvait pas être reporté. Tu comprends, ma chérie. Le bébé de ta sœur est plus important qu'une cérémonie. Plus important que moi. C'est ce qu'elle voulait dire. C'est ce qu'elle a toujours voulu dire. J'ai appris très tôt que se plaindre ne faisait qu'empirer les choses. Ne sois pas si sensible.
Arrête de tout ramener à toi. Pourquoi ne peux-tu pas simplement être heureuse pour ta sœur? Alors, j'ai arrêté de me plaindre. Je suis devenue plus petite, plus silencieuse. Je pensais que si j'étais assez conciliante, assez facile, assez invisible, peut-être qu'alors, je mériterais enfin leur amour. J'avais 27 ans, assise dans un appartement froid avec un billet d'avion sans valeur. Et j'ai enfin compris la vérité. Aucune petitesse ne serait jamais assez petite. J'ai appelé mon père. Je ne sais pas à quoi je m'attendais. Peut-être qu'une petite partie de moi croyait encore qu'il prendrait ma défense. Juste cette fois. Le téléphone a sonné 4 fois avant qu'il ne réponde. « Salut, ma puce. » Sa voix était prudente. Il savait déjà. « Papa, est-ce que maman t'a dit ?» Une longue pause. J'entendais la télévision en arrière-plan, probablement un match de football. Elle en a parlé. « Et tu es d'accord avec ça ? Tu ne penses pas que, peut-être, je devrais être autorisé à passer Thanksgiving avec ma propre famille ?» Une autre pause. Plus longue cette fois. « Tu sais comment est ta mère, Tori. Elle essaie juste de maintenir la paix. En m'excluant. Ce n'est pas comme ça. Alors, comment est-ce, papa ? Dis-le-moi. Parce que de mon point de vue, on dirait que vous choisissez tous Victoria, plutôt que moi. Encore une fois. Silence. Je l'entendais respirer. Je pouvais presque le voir, assis dans son fauteuil, se frottant le front comme il le faisait toujours quand il voulait disparaître d'une conversation. « Papa, veux-tu que je sois là ?» 5 secondes ont passé. 10. Il s'est éclairci la gorge. « Je pense qu'il vaut mieux que tu écoutes ta mère cette année. » Quelque chose en moi s'est éteint. Pas de tristesse, pas de colère, juste du vide. « D'accord, papa. » Tori, ne sois pas comme. J'ai dit, d'accord. J'ai raccroché. Il n'a pas rappelé. Je suis restée assise dans mon appartement, alors que le soleil se couchait, regardant les ombres s'étirer sur mon sol. Mon père avait eu l'occasion de me choisir, de dire un seul mot pour ma défense. Et il a choisi le silence à la place. Il était toujours au milieu, ai-je réalisé, il choisissait juste toujours de se ranger de leur côté. Mais alors que l'obscurité s'installait, autre chose s'est installée aussi. Une décision silencieuse. Si je n'étais pas la bienvenue à leur table, je ferais mon propre Thanksgiving. Le jour de Thanksgiving est arrivé, gris et froid. Je me suis réveillé dans mon studio au son de l'arrivée de la famille de mes voisins. Des pas au-dessus, des rires d'enfants, la chaleur étouffée de voix que je ne pouvais pas distinguer. L'odeur de quelque chose de délicieux flottait à travers les conduits d'aération. Quelqu'un préparait de la farce. J'ai fait du café instantané et je me suis assise près de la fenêtre, regardant la neige tomber sur la rue vide en contrebas. Mon téléphone est resté silencieux toute la matinée. Pas d'appel, pas de texto, pas même un joyeux Thanksgiving de la part de quiconque dans ma famille. Vers midi, j'ai fait l'erreur d'ouvrir Instagram. Victoria avait posté une photo. Toute la famille autour de la table à manger, maman, papa, Victoria, son mari Brad, leur fils de 2 ans dans un minuscule pull à motif de dinde. Tout le monde souriait. La légende disait, tellement reconnaissante pour ma famille. Ce sont les personnes qui comptent le plus. J'ai zoomé sur la photo, j'ai compté les couverts. 4 adultes, un enfant en bas âge, 5 chaises. Il n'y avait même pas de siège vide où j'aurais dû être. Il ne m'avait pas seulement exclu, il m'avait effacé, comme si je n'avais jamais existé. J'ai fermé l'application, j'ai fixé le plafond. J'ai pensé à commander à manger et à passer la journée au lit. C'est ce que je méritais, n'est-ce pas? Un repas triste, seul dans mon appartement sombre, à m'apitoyer sur mon sort. C'est ce que la fille dramatique obtient. Mais quelque chose en moi a refusé. Non. Je n'allais pas rester assise là et les laisser gagner. Je n'allais pas laisser leur rejet faire de moi exactement ce dont ils m'accusaient d'être, un gâchis triste, amer et dramatique. J'ai attrapé mon manteau. Si je devais dîner seul pour Thanksgiving, j'allais le faire quelque part avec de la vraie nourriture, de la lumière, de la vie. Je devais juste trouver un restaurant encore ouvert. Le Harborview Grill était l'une de ces vieilles institutions de Boston, boiserie sombre, luminaire en laiton,
le genre d'endroit qui avait encore des serviettes en tissu et des bougies sur chaque table. Plus important encore, c'était l'un des rares restaurants de la ville à rester ouvert le jour de Thanksgiving. Quand j'ai poussé la porte, la chaleur m'a frappé comme une vague. L'odeur de dinde rôtie et de pain frais, le léger tintement des verres, et partout des familles. Des couples avec des grands-parents, des parents avec des enfants, des groupes d'amis qui riaient comme s'ils se connaissaient depuis toujours. Le restaurant bourdonnait du son de gens qui avaient une place quelque part. L'hôtesse m'a regardé avec une pitié à peine dissimulée. Juste une personne ce soir? Juste une. Elle m'a conduite à une minuscule table pour deux dans un coin, coincée entre la porte de la cuisine et une grande famille qui occupait 3 tables regroupées. J'aurais pu toucher leur chaise si j'avais tendu la main. Votre serveur arrivera tout de suite. Je me suis assise, j'ai ouvert le menu, et j'ai essayé de donner l'impression que c'était un choix. La famille à côté de moi faisait la fête. Un couple plus âgé en bout de table, probablement dans la soixantaine, un homme d'âge moyen avec sa femme et 2 enfants, et un homme plus jeune, d'environ 30 ans, qui n'arrêtait pas de faire rire tout le monde. 3 générations, sans problème. Ils se passaient les plats sans demander. Ils s'interrompaient de la manière que seules les personnes qui s'aiment vraiment peuvent le faire. Je les observais du coin de l'œil et j'ai senti quelque chose se fendre dans ma poitrine. Voilà à quoi une famille est censée ressembler. Le serveur est arrivé avec une corbeille à pain et un sourire crispé. Le menu spécial Thanksgiving, s'il vous plaît. J'allais survivre à ce dîner. J'allais bien. Je n'allais pas bien. Ma dinde est arrivée. Peau dorée, sauce au canneberge, une boule parfaite de purée de pommes de terre. On aurait dit une photo de magazine. Je n'ai rien pu goûter. Je suis resté assise là, à pousser la nourriture dans mon assiette, essayant de ne pas regarder la famille à côté de moi, essayant de ne pas penser à ma propre famille, réunie autour de leur table dans le Connecticut, riant et se passant la sauce. Sans une seule pensée pour la fille qu'ils avaient rejetée. Et soudain, j'ai compris quelque chose que j'avais évité pendant 27 ans. Il ne s'agissait pas de Thanksgiving. Il ne s'agissait pas de la grossesse de Victoria ou du besoin de paix de maman. Il s'agissait d'un schéma si profond qu'il avait façonné toute ma vie. J'avais passé 27 ans à essayer de mériter une place à leur table, me pliant en forme de plus en plus petite, ravalant ma peine, m'excusant d'avoir des sentiments, restant silencieuse quand j'aurais dû parler, ne prenant la parole que pour qu'on me dise que j'en faisais trop. Et qu'est-ce que j'avais obtenu? Une table dans un coin, un repas seul, une photo sur Instagram sans chaise vide. Si je continuais comme ça, si je continuais d'essayer d'être assez petite, assez silencieuse, assez conciliante, que me resterait-il? À un moment donné, il n'y aurait plus rien à réduire. Les larmes sont venues avant que je puisse les arrêter. J'ai tourné mon visage vers la fenêtre, espérant que personne ne le remarquerait. J'ai attrapé ma serviette et l'ai pressée contre mes yeux, essayant d'être invisible, essayant de disparaître comme je l'avais toujours fait. Ma chérie? J'ai sursauté. Une voix de femme, chaleureuse, inquiète. Est-ce que ça va? J'ai levé les yeux. La femme plus âgée de la famille voisine se tenait à côté de ma table. Des cheveux argentés, des yeux bienveillants, un visage qui semblait, d'une manière ou d'une autre, avoir passé une vie à écouter vraiment les gens. Elle me regardait comme si j'avais de l'importance. Ça va, ai-je dit automatiquement. Juste des allergies. La femme a haussé un sourcil, sans juger, juste en sachant. Les allergies ne font généralement pas pleurer les gens dans leurs serviettes le jour de Thanksgiving. J'ai laissé échapper un son qui était à moitié un rire, à moitié un sanglot. C'est si évident? Seulement pour quelqu'un qui fait attention. Elle avait une voix douce, mais il y avait de la force en dessous. Le genre de femme qui en avait vu d'autres. Je m'appelle Eleanor. Tori. Eh bien, Tori, elle a jeté un regard à sa famille, puis à moi, personne ne devrait manger seul ce jour-là. Pourquoi ne viendriez-vous pas nous rejoindre? J'ai secoué la tête immédiatement. Oh, non. Je ne pourrai pas. Je ne veux pas m'imposer. Vous ne vous imposez pas. Je vous invite. Elle a souri. Il y a une différence. J'apprécie vraiment, mais... Mon mari raconte de terribles blagues, a-t-elle poursuivi comme si je n'avais pas parlé, et mon fils Marcus essaie sans cesse de lancer des débats politiques. Vous feriez aussi bien de venir souffrir avec nous.
de la grande table, l'homme plus âgé, son mari, je suppose, m'a fait un signe de la main. Elle n'acceptera pas de refus. Croyez-moi, en 43 ans, je n'ai jamais gagné une seule dispute. Le fils plus jeune, Marcus apparemment, a souri. Il n'a pas tort. J'ai regardé ma dinde froide, ma table vide, ma serviette encore humide de larmes. Puis j'ai regardé Eleanor Morrison, ses yeux chaleureux, et sa famille qui, d'une manière ou d'une autre, avait de la place pour une étrangère. D'accord, me suis-je entendu dire. Si vous êtes sûr. J'en suis sûr. Eleanor a posé sa main sur mon épaule. Venez. Nous venons d'ouvrir une autre bouteille de vin, et il y a beaucoup trop de tartes. Je me suis levé sur des jambes tremblantes et je l'ai suivi jusqu'à la table, sans savoir que ce simple moment, ce petit acte de gentillesse d'une femme que je n'avais jamais rencontrée, allait changer toute la trajectoire de ma vie. Ils m'ont fait une place comme si j'avais toujours été là. Quelqu'un a tiré une chaise. Quelqu'un d'autre m'a tendu une assiette. Avant même que je puisse m'asseoir, j'avais un verre de vin dans la main et un petit pain chaud dans mon assiette. Je m'appelle Richard, a dit l'homme plus âgé en me serrant la main fermement. Voici ma femme, Eleanor, notre fils Daniel et sa femme, Sarah, leurs enfants, Emma et Lucas, et notre plus jeune, Marcus. Salut, ai-je fait un petit signe de la main maladroit à la table. Je suis Tori. Merci beaucoup pour. Que faites-vous, Tori, a demandé Daniel en me passant la purée. Je suis graphiste, principalement en freelance. C'est formidable, a dit Sarah. Je sais à peine dessiner un bonhomme bâton. Maman, les bonshommes bâtons, c'est facile, a dit Emma. Elle avait l'air d'avoir environ 8 ans. Même moi, j'y arrive. Tout le monde a ri. Pas de quelqu'un. Les uns avec les autres. C'était un son si étranger. Marcus a croisé mon regard de l'autre côté de la table. Il avait à peu près mon âge, peut-être un peu plus, avec des cheveux sombres et un sourire facile. Attention, mon père va raconter une blague. Pas du tout, a protesté Richard. Si, a dit Eleanor. Richard a souri. D'accord, très bien. Qu'est-ce que la dinde a dit à l'ordinateur? Papa, non, a gémi Daniel. Google, Google, Google. Les enfants ont éclaté de rire. Sarah a levé les yeux au ciel. Marcus a secoué la tête. Et moi? J'ai ri, pour de vrai. Un vrai rire, pour la première fois de la journée. Richard a levé son verre de vin. Un toast? Aux invités inattendus qui complètent notre table. Tout le monde a levé son verre, y compris moi. J'ai regardé ces gens des inconnus, tous, il y a 15 minutes et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. De la chaleur, de l'acceptation, un sentiment d'appartenance. Je ne savais pas que les familles pouvaient ressembler à ça. Après le plat principal, pendant que les enfants couraient explorer le restaurant et que les hommes se disputaient à propos du football, Eleanor s'est assise sur la chaise à côté de la mienne. « Comment allez-vous » a-t-elle demandé doucement. « Vraiment ?» J'ai baissé les yeux sur mon assiette. « Mieux. C'est vraiment gentil. Merci. » De rien. Elle a pris une gorgée de son vin. « Mais ce n'est pas ce que j'ai demandé. Voulez-vous me dire pourquoi vous êtes vraiment seul ici ?» J'ai hésité. La vérité semblait trop pathétique pour être dite à voix haute. Ma propre mère m'a dit de ne pas rentrer à la maison. Ma sœur pense que je suis une source de problèmes. Mon père a choisi le silence plutôt que moi. Mais Eleanor a attendu, patiente, sans aucun jugement dans ses yeux. Ma mère m'a appelé il y a 3 jours, ai-je finalement dit. Elle m'a dit de ne pas rentrer pour Thanksgiving. Ma sœur est enceinte, et elle ne voulait pas de drame. Un drame? C'est comme ça qu'ils appellent ça, quand je pose des questions auxquelles ils ne veulent pas répondre. Eleanor a hoché la tête lentement. Je vois. Ce n'est pas grave, ai-je ajouté rapidement. Enfin, si, c'est grave, mais... Ce n'est pas grave. La voix d'Eleanor était douce, mais ferme. Puis-je vous dire quelque chose que j'ai appris en 30 ans en tant qu'avocate spécialisée en droit de la famille? J'ai cligné des yeux. Vous êtes avocate? À la retraite, en droit de la famille, a-t-elle souri.
J'ai vu toutes les sortes de dysfonctionnements familiaux que vous pouvez imaginer. Et j'ai appris que les personnes qui vous accusent de causer des drames sont généralement celles qui les créent. Elles ont juste besoin de quelqu'un à blâmer. Les mots m'ont frappé avec une force physique. Vous n'êtes pas le problème, Tori, Eleanor a posé sa main sur la mienne. Vous ne l'avez jamais été. Je ne pouvais pas parler. Je pouvais à peine respirer. C'étaient les mots que j'avais eu besoin d'entendre toute ma vie. Et, je veux faire une pause ici un instant. Si vous regardez ceci et qu'on vous a déjà reproché de causer des drames simplement parce que vous avez demandé à être traité équitablement, je vous comprends. Je veux savoir, avez-vous déjà été le bouc émissaire de votre famille? Tapez votre réponse dans les commentaires. Et si cette histoire vous touche de près, veuillez cliquer sur le bouton j'aime pour que plus de gens puissent la trouver. Maintenant, laissez-moi vous raconter la suite. La soirée s'est terminée lentement, comme le font les bons dîners. La tarte a été servie. Le café a été versé. Les enfants se sont endormis sur les genoux de Sarah, épuisés d'avoir couru en rond dans le restaurant. Quand l'addition est arrivée, j'ai cherché mon portefeuille, mais Richard m'a fait signe que non. « S'il vous plaît, a-t-il dit, c'est notre tournée. Je ne peux pas vous laisser. Vous le pouvez, et vous le ferez. » Il a souri. Considérez cela comme une tradition de Thanksgiving. Nous payons toujours le dîner pour les nouveaux amis. Alors que nous prenions nos manteaux et nous préparions à partir, Eleanor m'a glissé quelque chose dans la main. Une petite carte, couleur crème avec un texte noir élégant. J'ai baissé les yeux. Eleanor Morrison, JD, droit de la famille, retraité. En dessous, un numéro de téléphone et une adresse à Brookline. Si jamais vous avez besoin de parler, a-t-elle dit, appelez-moi. Je le pense. Merci. Richard est apparu à nos côtés, enfilant son manteau. Dîner du dimanche chaque semaine chez nous. Vous êtes la bienvenue à tout moment. J'ai secoué la tête. C'est si gentil, mais je ne pourrais pas. Elle pourrait, a dit Marcus en rejoignant le groupe. Et elle devrait. Maman ne dit jamais des choses qu'elle ne pense pas, crois-moi. Eleanor m'a serré la main. La famille, ce n'est pas le sang, Tori. C'est être là. Je suis resté là, dans le hall du restaurant, tenant une carte de visite d'une femme que j'avais rencontrée il y a 3 heures, recevant une invitation ouverte d'une famille à laquelle je n'avais aucun droit. Dehors, la neige tombait plus fort. À travers la fenêtre, je pouvais voir des familles se dépêcher vers leur voiture, des enfants portés sur les épaules, des grands-parents serrant des boîtes de restes de tarte. J'ai regardé de nouveau les Morrison, Richard aidant Eleanor avec son écharpe, Daniel rassemblant les enfants endormis, Marcus attendant près de la porte avec un air d'attente. D'accord, ai-je dit. Je passerai peut-être un de ces jours. Eleanor a souri, comme si elle avait toujours su que je dirais oui. Je n'avais aucune idée que je venais de rencontrer ma future famille. Je ne suis pas allé dîner le dimanche suivant, ni celui d'après. Cela me semblait trop étrange, trop audacieux, trop comme si je m'imposais dans la famille de quelqu'un d'autre. Mais Eleanor a appelé, juste pour prendre des nouvelles, a-t-elle dit, juste pour voir comment j'allais. Début décembre, j'ai finalement accepté l'invitation. Ce premier dimanche, je suis resté sur le porche des Morrison à Brookline pendant 5 bonnes minutes, avant de trouver le courage de frapper. La maison était exactement comme je l'avais imaginé, une belle victorienne avec un porche enveloppant et des lumières à chaque fenêtre. On aurait dit le genre d'endroit où de bonnes choses se produisent. Eleanor a ouvert la porte avant que je ne puisse changer d'avis. « Te voilà. » Elle m'a serré dans ses bras comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. « On t'a gardé une place. » Ce fut le premier de nombreux dimanches. Au cours des 6 mois suivants, je suis devenu une habituée de la table des Morrison. Richard m'a appris à jouer aux échecs, même si j'ai perdu chaque partie. Eleanor m'a montré sa recette secrète de pâte à tarte, celle qu'elle jurait n'avoir jamais écrite. Les enfants de Daniel ont commencé à m'appeler Tante Tori sans que personne ne leur dise de le faire. Et Marcus. Marcus et moi sommes devenus amis. De vrais amis, du genre à s'envoyer des pensées aléatoires à 2 heures du matin, à se disputer sur des films, et à s'asseoir l'un à côté de l'autre au dîner sans que personne n'ait à l'organiser. Je n'ai pas eu de nouvelles de ma famille biologique une seule fois. Pas un appel, pas un texto, pas même une carte de Noël. Pour la première fois de ma vie,
j'ai arrêté de le remarquer, car pour la première fois, je ne jouais pas un rôle pour être aimé. Je ne me réduisais pas pour correspondre aux attentes de quelqu'un d'autre. J'étais juste aimé. C'était comme rentrer enfin à la maison. Un après-midi de printemps, environ 8 mois après ce premier Thanksgiving, Eleanor et moi étions assis sur sa terrasse arrière. Le jardin commençait tout juste à fleurir, des tulipes sortant de terre, des oiseaux se disputant la mangeoire. Richard était à l'intérieur, regardant un match avec Marcus. On les entendait crier devant la télé. « As-tu eu des nouvelles de tes parents ?» a demandé Eleanor. J'ai regardé un rouge-gorge se poser sur la clôture. Non. Et je n'ai pas non plus cherché à les contacter. Elle a hoché la tête, sans jugement dans ses yeux. En as-tu envie? J'y ai pensé. Vraiment pensé. Parfois, ai-je admis. Au milieu de la nuit, surtout. Je pense à appeler ma mère pour essayer d'expliquer, mais ensuite je me souviens qu'il n'y a rien à expliquer. Elle sait ce qu'elle a fait. Elle ne pense simplement pas que c'était mal. C'est une chose difficile à accepter. Oui. J'ai resserré mon cardigan. J'attends toujours de me sentir coupable. Tout le monde dit qu'il faut pardonner à sa famille, quoi qu'il arrive. Les liens du sang sont plus forts que tout, et tout ça. Tu sais, je n'ai jamais cru à ça, Eleanor a pris une gorgée de son thé. Dans ma carrière, j'ai aidé beaucoup de gens à obtenir une reconnaissance légale pour les familles qu'ils ont bâties, pas celles dans lesquelles ils sont nés. Je me suis tourné pour la regarder. Que veux-tu dire? Elle a souri, doucement, en connaissance de cause. Juste que la loi reconnaît ce que le cœur sait déjà. Que la famille peut être créée, pas seulement héritée. Il y a des moyens de rendre ces liens officiels, si une personne le souhaite. Je n'ai pas entièrement compris ce qu'elle insinuait. Pas encore. C'est quelque chose à méditer, a dit Eleanor, quand tu seras prête. Elle m'a tapoté la main et a changé de sujet pour parler de ses plants de tomates. Mais ces mots me sont restés. Ils prendraient racine lentement et fleuriraient au moment opportun. Cela s'est produit si naturellement que j'ai à peine remarqué que ça arrivait. 2 ans après ce premier Thanksgiving, Marcus et moi n'étions plus seulement amis. Nous étions quelque chose de plus, quelque chose qui avait grandi si progressivement que, lorsque nous l'avons enfin reconnu, cela ressemblait moins à un début qu'à la reconnaissance de ce qui avait toujours été là. Il m'a invité à dîner au Harborview Grill, le même restaurant où nous nous étions rencontrés. On dirait que la boucle est bouclée, ai-je dit en m'installant dans la banquette. C'est le but. Marcus était nerveux. Je le voyais à la façon dont il n'arrêtait pas d'ajuster sa serviette. Je voulais te ramener là où tout a commencé. Où quoi a commencé? Il a tendu la main par-dessus la table et a pris la mienne. Tori, ça fait des mois que j'essaie de trouver comment dire ça. Il a pris une profonde inspiration. Je veux passer le reste de ma vie à te choisir, chaque jour. Mon cœur s'est arrêté. Marcus, je sais que ta famille t'a blessé. Je sais que tu as peur que les gens qui sont censés t'aimer te laissent tomber. Ses yeux étaient fixés sur les miens. Mais je ne vais nulle part. Je n'ai jamais eu l'intention de le faire. Il a sorti une petite boîte en velours. Tori Thatcher, veux-tu m'épouser? Je ne pouvais pas parler. Je ne pouvais pas respirer. J'ai regardé cet homme qui avait d'abord été mon ami, puis mon confident, mon roc pendant 2 ans de guérison, et j'ai vu mon avenir. Oui, ai-je murmuré. Oui. Il m'a passé la bague au doigt. Le restaurant a éclaté en applaudissements. J'étais tellement concentré sur Marcus que je n'avais même pas remarqué que les autres clients regardaient. Et puis je les ai vus, dans la banquette du coin, Richard et Eleanor, le champagne déjà versé, nous souriant comme s'ils avaient toujours su. Maman n'a pas pu résister, Harry Marcus. J'allais officiellement devenir une Morrison. Les préparatifs du mariage ont commencé immédiatement, choix du lieu, traiteur, dégustation, consultation florale. C'était accablant, excitant, et tout ce que je ne m'étais jamais permis de rêver. Mais une question me tenait éveillé la nuit. Les faire-part de mariage nécessiteraient une ligne pour les parents de la mariée. Et je n'avais aucune idée de ce qu'il fallait y écrire. Robert et Linda Thatcher? Ils ne m'avaient pas parlé depuis plus de 2 ans, n'avaient pas appelé pour mon anniversaire, n'avaient reconnu mon existence d'aucune manière.
Je ne pouvais pas mettre leur nom sur mon faire-part. Ils n'avaient pas mérité cet honneur. Un soir, je faisais les 100 pas dans le salon des Morrison quand Eleanor m'a trouvé. « Qu'est-ce qui te tracasse, ma chérie ?» Je lui ai parlé du faire-part, de cette ligne impossible que je ne savais pas comment remplir. Eleanor s'est assise et a tapoté le coussin à côté d'elle. « Il y a quelque chose que je t'ai mentionné une fois, à propos de la reconnaissance légale de la famille choisie. Tu te souviens ?» J'ai hoché la tête lentement. « Tu as dit que la loi reconnaît la famille qui est créée, pas seulement héritée. » L'adoption d'adultes, a dit doucement Eleanor. C'est une procédure légale par laquelle un adulte consentant est formellement adopté par une autre famille. Cela crée une relation parent-enfant légale, nouveau certificat de naissance, nouveau statut de plus proche parent légal, tout. Mon cœur battait à tout rompre. C'est une vraie chose? Très réelle. J'ai aidé de nombreuses personnes dans ce processus. J'ai regardé cette femme qui m'avait accueilli dans sa famille la nuit la plus solitaire de ma vie, qui m'avait nourri les dimanches, m'avait appris les secrets de la pâte à tarte, et m'avait montré ce qu'une mère pouvait être. Eleanor, ma voix s'est brisée, est-ce que toi et Richard envisageriez de... Elle m'a prise dans ses bras avant que je puisse finir la phrase. Nous te considérons comme notre fille depuis le premier Thanksgiving, a-t-elle murmuré. Nous attendions juste que tu sois prête. La procédure d'adoption a pris plusieurs mois, paperasse, comparution au tribunal, dépôts légaux. Mais avec Eleanor me guidant à chaque étape, cela ressemblait moins à de la bureaucratie qu'à une cérémonie. Quand le juge a signé l'ordonnance finale, je suis légalement devenu Tori Morrison. J'avais un nouveau certificat de naissance, de nouveaux parents légaux, une nouvelle famille, sur le papier et dans mon cœur. Le mariage a été fixé pour le mois de juin suivant. Nous avons envoyé des faire-part avec la ligne qui m'avait tant tourmenté, maintenant fièrement imprimée, parents de la mariée, Richard et Eleanor Morrison. J'aurais dû savoir que la famille Thatcher finirait par la prendre. 3 mois avant le mariage, mon téléphone a vibré avec un texto de Victoria, le premier message d'elle en près de 3 ans. Savais-tu que Tori se marie? J'ai fixé l'écran. Puis j'ai bloqué le numéro. Une semaine plus tard, ma mère a appelé 5 fois en une journée. J'ai laissé chaque appel aller sur la messagerie vocale. Finalement, un texto, pourquoi ne nous as-tu rien dit? Nous sommes ta famille. Rappelle-moi immédiatement. Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai supprimé. 3 ans de silence. 3 ans à prétendre que je n'existais pas. Et maintenant, soudainement, ils se souvenaient qu'ils avaient une autre fille. Je n'étais pas en colère. J'avais dépassé la colère depuis longtemps. J'étais juste fatigué. Marcus m'a trouvé en train de fixer mon téléphone ce soir-là. Tout va bien? Ma famille biologique a appris pour le mariage. Ah. Il s'est assis à côté de moi. Que veux-tu faire? Rien. J'ai rangé le téléphone. Je ne leur dois rien. Pas d'explication, pas d'invitation, rien. Il a hoché la tête et m'a serré contre lui. Quelle que soit ta décision, je te soutiens. Mais nous savions tous les deux que ce n'était pas fini. Les Thatcher n'étaient pas le genre de famille à accepter d'être ignorée. La question était, qu'allait-il faire? Elle s'est présentée à mon appartement un mardi après-midi. Je travaillais de la maison, examinant des épreuves de design à ma table de cuisine, quand la sonnette a retenti. J'ai ouvert sans regarder par le Judas, une erreur que je ne referai plus. Tori. Ma mère se tenait dans mon couloir. Elle avait l'air plus âgée que dans mon souvenir, plus grise, plus fatiguée, mais ses yeux avaient la même expression déçue que j'avais passé mon enfance à essayer d'effacer. Maman. Le mot semblait étranger dans ma bouche. Qu'est-ce que tu fais ici? Ce que je fais ici? Elle est entrée de force dans l'appartement sans y être invitée. Qu'est-ce que tu fais? Te marier sans le dire à ta propre mère? Nous ne nous sommes pas parlé depuis 3 ans. Et c'est la faute de qui? J'ai fermé la porte lentement, j'ai compté jusqu'à 5. La tienne. C'était de ta faute. Tu m'as dit de ne pas rentrer. C'était un seul Thanksgiving. Tu ne peux pas encore être contrarié à ce sujet. Je ne suis pas contrarié. J'ai gardé ma voix calme. J'ai tourné la page. Les yeux de Linda ont balayé mon salon,
se posant sur les photos sur ma bibliothèque, moi et Marcus à la plage, moi et Eleanor faisant une tarte, toute la famille Morrison à Noël, avec moi en plein centre. Qui sont ces gens? Ma famille. Son visage s'est crispé. Je suis ta famille. Tu l'étais. J'ai soutenu son regard. Tu as choisi de ne plus l'être. Tu te souviens? Victoria ne voulait pas de drame. C'était il y a des années. Et pendant ces années, tu n'as jamais appelé, jamais vérifié si j'étais en vie, jamais reconnu mon existence. Je me sentais étrangement calme. Alors, non, maman. Tu ne peux pas débarquer maintenant et prétendre avoir un droit sur moi. Je veux une invitation au mariage. Non. Sa mâchoire est tombée. Pardon? Tu m'as entendu. Je me suis dirigé vers la porte et je l'ai ouverte. Tu ne peux pas m'effacer, puis exiger une place à ma table. Le jour du mariage s'est levé, doré et parfait. Juin dans la Napa Valley, un vignoble avec des collines ondulantes et des rangées de vignes à perte de vue. Nous avions choisi une cérémonie en plein air, avec une réception dans une belle grange en pierre, tout décoré de roses blanches et de verdure. Dans la suite de la mariée, je me tenais devant un miroir en pied, pendant qu'Eleanor ajustait mon voile. « Tu es magnifique », a-t-elle dit doucement. « Absolument magnifique. » J'ai regardé mon reflet. La femme qui me regardait était plus calme, plus forte que la fille qui s'était assise seule dans un restaurant 5 ans plus tôt. Cette fille ne croyait pas mériter d'être aimée. Cette femme savait mieux. Sur la coiffeuse à côté de moi se trouvait un exemplaire du programme du mariage. Je l'ai pris, lisant la ligne que je n'aurais jamais cru pouvoir écrire, parents de la mariée, Richard et Eleanor Morrison. En dessous, en plus petit caractère, la famille qu'il a choisie. Eleanor m'a vu regarder. « Tu es nerveuse? D'épouser Marcus? » Non. J'ai posé le programme. De ce qui pourrait arriver aujourd'hui? Un peu. J'avais engagé des agents de sécurité pour le mariage, une précaution discrète. Après la visite de maman à mon appartement, je savais qu'il y avait une chance qu'elle essaie quelque chose. Eleanor a posé ses mains sur mes épaules. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, tu as une famille qui t'a choisi. Nous te choisirons toujours. N'oublie jamais ça. Je l'ai serré fort dans mes bras. Je t'aime, maman. C'était la première fois que je l'appelais ainsi. Le mot est sorti naturellement, comme s'il avait toujours été en attente. Les yeux d'Eleanor ont brillé. Je t'aime aussi, ma chérie. Ma fille. À travers la fenêtre, je pouvais voir les invités arriver. Marcus était déjà à l'hôtel, l'air nerveux et élégant dans son costume gris. C'était l'heure. Quoi qu'il arrive, j'étais prête. La cérémonie a été tout ce dont j'avais rêvé. Marcus m'attendant au bout de l'allée. Richard me conduisant vers lui, stable et fier. Les vœux que nous avions écrits nous-mêmes, des mots qui ont fait pleurer la moitié des invités et ont fait semblant de ne pas pleurer l'autre moitié. Quand Marcus m'a passé la bague au doigt et que l'officiant nous a déclaré mari et femme, j'ai senti quelque chose se mettre en place, comme la dernière pièce d'un puzzle que j'avais essayé de résoudre toute ma vie. La réception battait son plein quand l'agent de sécurité m'a trouvé. Madame Morrison, il est apparu à mon coude, discret et professionnel. Il y a 2 personnes à l'entrée. Elles prétendent être vos parents. Je m'y attendais. Une partie de moi l'attendait toute la journée. Marcus est apparu à côté de moi. Qu'est-ce qui se passe? Mes parents biologiques sont là. Son expression s'est durcie. Je m'en occupe. Non. J'ai pris sa main. C'est mon moment. Je m'en occupe. J'ai pesé mes options. Je pouvais les faire expulser. Je pouvais faire comme s'ils n'étaient pas là. Je pouvais éviter la confrontation. Mais quelque chose en moi a dit, non. Laisse-les voir. Laisse-les voir ce qu'ils ont perdu. Laisse-les voir la famille qui a pris le relais quand ils se sont retirés. Laisse-les être témoins de la vie que j'ai bâtie sans eux. Laissez-les entrer, ai-je dit à l'agent de sécurité. Mais ne les placez pas avec la famille. Mettez-les au fond. Tu es sûr, a demandé Marcus. J'en suis sûr. L'agent a hoché la tête et a disparu. Quelques minutes plus tard, je les ai vus, Linda et Robert Thatcher, debout, incertains,
au bord de la réception, regardant les plus de 100 personnes qui célébraient le mariage de leur fille. Leur fille, à qui il n'avait pas parlé depuis 3 ans. Le maître de cérémonie s'apprêtait à faire son annonce. Un timing parfait. Ok, c'est le moment. Avant la grande révélation, j'ai une question pour vous. Si vous étiez à ma place, auriez-vous laissé vos parents biologiques entrer à votre mariage? Tapez oui ou non dans les commentaires. Je veux savoir ce que vous auriez fait. Et si vous mourrez d'envie de voir ce qui se passe ensuite, assurez-vous d'être abonné avec les notifications activées. Maintenant, laissez-moi vous raconter le moment où tout a changé. Le maître de cérémonie s'est approché du micro. La musique s'est adoucie. Mesdames et messieurs, si je pouvais avoir votre attention, s'il vous plaît. La salle s'est calmée. Les invités se sont tournés vers l'avant. Les flûtes de champagne se sont arrêtées à mi-chemin des lèvres. Avant de poursuivre la célébration, j'aimerais vous présenter des personnes très spéciales. J'ai observé mes parents biologiques de l'autre côté de la salle. Linda tendait le cou, essayant de voir. Robert se tenait derrière elle, les mains dans les poches, l'air mal à l'aise. Il n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. Je vous demande d'accueillir chaleureusement les parents de la mariée. Linda s'est redressée. Je pouvais la voir se préparer à accuser réception de la présentation, à accepter la reconnaissance qu'elle croyait lui revenir de droit. Richard et Eleanor Morrison. La salle a éclaté en applaudissements. Richard et Eleanor se sont levés de la table d'honneur, rayonnant, saluant les invités. Les gens ont acclamé. Quelqu'un a sifflé. Le photographe a pris des photos. Et de l'autre côté de la salle, le visage de ma mère est devenu blanc. J'ai vu la scène se dérouler au ralenti, la confusion, l'incrédulité, le moment où elle a réalisé ce que ces mots signifiaient. Richard et Eleanor Morrison. La famille qui a choisi Tori, et que Tori a choisi en retour. Linda a attrapé le bras de Robert. Qu'est-ce qu'il vient de dire? Robert avait l'air abasourdi, sans voix. Autour d'eux, les invités applaudissaient et souriaient, complètement inconscients que le couple plus âgé, au fond, avait un lien avec la mariée. Pour tous les autres à ce mariage, Richard et Eleanor Morrison étaient simplement ce qu'ils semblaient être, mes parents. La bouche de Linda s'est ouverte et s'est refermée. Aucun son n'est sorti. Elle a regardé le couple heureux acceptant les félicitations, puis moi, debout avec mon mari, et la vérité l'a finalement submergée comme une vague froide. Elle avait été remplacée complètement, officiellement, légalement. Et tout le monde dans cette salle le savait, sauf elle. Linda s'est frayé un chemin à travers la foule avant que je puisse l'arrêter. Elle m'a atteinte juste au moment où les applaudissements s'estompaient. Son visage était rouge, ses yeux hagards. Robert la suivait, l'air de vouloir disparaître. Qu'est-ce qui se passe? La voix de Linda était un chuchotement rauque. Qui sont ces gens? J'ai gardé ma voix calme, stable. Mes parents légaux. J'ai été adopté il y a 2 ans. Tu as fait quoi? Elle a même reculé d'un pas. Tu ne peux pas nous remplacer comme ça. Je ne vous ai pas remplacé. Je l'ai regardé droit dans les yeux. C'est vous qui m'avez abandonné en premier. Nous ne t'avons jamais abandonné. Tu m'as dit de ne pas rentrer. Tu as choisi Victoria. À chaque fois, pendant 27 ans. Les invités les plus proches de nous avaient remarqué la confrontation. Les conversations se sont tues. Les têtes se sont tournées. Ce n'est pas juste, a commencé Linda. Juste? J'ai senti Marcus se placer à mes côtés, une présence solide et rassurante. Tu veux parler de justice? Je n'ai pas haussé la voix. Je n'en avais pas besoin. La vérité était assez forte en elle-même. J'ai passé 27 ans à essayer de mériter une place dans votre famille. Tu sais ce que j'ai eu? Une photo sur Instagram sans chaise vide. Un dîner de Thanksgiving seul. 3 ans de silence. Je suis toujours ta mère, a craqué la voix de Linda. Pas légalement. J'ai levé ma main gauche, les 2 bagues brillant sous les lumières de la réception. Pas émotionnellement. Plus maintenant. Autour de nous, la salle était devenue silencieuse. Une centaine de pères Dieu nous regardaient. Linda a regardé autour d'elle, soudain consciente du public. Ses joues sont devenues rouges. C'est humiliant, a-t-elle sifflé.
Alors, pars. Ma voix était douce, mais définitive. Tu es venu sans y être invité à mon mariage. Tu ne peux pas te faire passer pour la victime ici. Elle m'a regardé comme si elle voyait une étrangère. Peut-être que c'était le cas. La fille qui ne s'était jamais rebellée avait enfin cessé de se faire petite. Et puis, pour la première fois de ma vie, mon père a parlé. Tori. Sa voix était rauque, brisée. Je suis désolé. Je me suis tourné pour le regarder. Le regarder vraiment. Robert Thatcher avait vieilli plus que ce que 5 ans auraient dû lui faire. Ses cheveux étaient plus gris, ses épaules affaissées, mais ses yeux. Ses yeux étaient humides de larmes. Je n'avais jamais vu mon père pleurer, pas une seule fois en 27 ans. Je suis désolé, a-t-il répété. J'aurais dû faire mieux. Quelque chose s'est fendu dans ma poitrine. Pas une guérison, juste la reconnaissance d'une vieille blessure. Je sais, papa. J'ai été un lâche, sa voix tremblait. Je l'ai toujours été. Je savais comment ta mère te traitait, comment Victoria te traitait, et je suis juste. Je suis resté là. J'ai laissé faire. Linda a attrapé son bras. Robert, qu'est-ce que tu... Il l'a repoussé, gardant les yeux sur moi. Tu étais ma fille. Tu étais ma petite fille, et je les ai laissés te faire sentir que tu ne comptais pas. Une larme a coulé sur sa joue. Je suis tellement désolé. Les mots que j'avais attendus 3 décennies pour entendre, et ils arrivaient trop tard. Je sais que tu es désolé, papa. Ma voix était douce mais ferme. Mais être désolé n'efface pas les années où tu es resté là à regarder. Être désolé ne me rend pas mon enfance. Être désolé ne rend pas ça acceptable. Je sais. Il a hoché la tête, essuyant ses yeux. Je sais que non. Eleanor est apparue à mon épaule. Elle n'a rien dit, a juste posé sa main sur mon bras, un rappel silencieux que je n'étais pas seul. Linda a fixé Eleanor avec une hostilité à peine dissimulée. Vous, a-t-elle craché, c'est vous qui avez volé ma fille. L'expression d'Eleanor n'a pas changé. Je n'ai rien volé, Madame Thatcher. Alors comment appelez-vous ça? Richard Morrison s'est avancé, se plaçant à côté de sa femme. Richard Morrison n'était pas un homme conflictuel. Depuis que je le connaissais, je ne l'avais jamais entendu hausser la voix. Mais quand il a parlé maintenant, il y avait une fermeté dans son ton qui a fait taire tout le monde. Je pense qu'il est temps que vous partiez. La mâchoire de Linda est tombée. Qui êtes-vous pour nous dire ça? Je suis son père. La voix de Richard a porté dans la réception silencieuse. Légalement, et de toutes les manières qui comptent. Vous avez volé notre fille. Richard a secoué la tête, calme, certain. Non, madame. Nous n'avons rien volé. Vous l'avez abandonné. Nous n'avons fait que ramasser ce que vous aviez jeté. Linda a tressailli, comme si elle avait été giflée. Il y a 5 ans, a poursuivi Richard, cette jeune femme était assise seule dans un restaurant le jour de Thanksgiving, parce que sa propre famille lui avait dit qu'elle n'était pas la bienvenue. Ma femme l'a invitée à notre table. Nous l'avons nourrie. Nous lui avons parlé. Nous l'avons traité comme un être humain. Il s'est approché de Linda, sa voix baissant. Savez-vous ce qu'elle nous a dit ce soir-là? Elle a dit qu'elle ne se souvenait pas de la dernière fois où elle s'était sentie importante pour quelqu'un. 27 ans, et elle ne se souvenait pas de s'être jamais sentie désirée par sa propre famille. Linda a ouvert la bouche. Aucun son n'est sorti. Nous n'avons pas volé votre fille. Nous lui avons simplement montré à quoi une famille est censée ressembler. Le reste était son choix. Il s'est tourné vers la foule rassemblée. Maintenant, c'est le jour du mariage de ma fille, le plus beau jour de sa vie, et je ne laisserai personne le gâcher. Il a fait un signe de tête aux agents de sécurité qui se tenaient discrètement à proximité. Veuillez escorter ces personnes à la sortie. Alors que les agents s'approchaient, Richard a passé son bras autour de moi. Tori est une Morrison maintenant, a-t-il dit doucement. Et les Morrison protègent les leurs. Voilà ce que dit un père. Avant que les agents de sécurité ne puissent les emmener, j'ai levé la main. Attendez. Tout le monde s'est figé. Linda m'a regardé avec quelque chose qui ressemblait à de l'espoir dans les yeux.
Peut-être pensait-elle que j'avais des doutes. Peut-être pensait-elle que je céderais. Je me suis dirigé vers mes parents biologiques, je me suis arrêté à une distance respectueuse. Maman. Papa. Les mots semblaient encore étranges dans ma bouche, quand je m'adressais à eux. J'ai besoin que vous compreniez quelque chose. Linda a relevé le menton. Quoi? Je ne vous déteste pas. Quoi qu'elle s'attendît à ce que je dise, ce n'était pas ça. Je ne vous déteste pas, ai-je répété. J'ai fait la paix avec qui vous êtes. Vous n'êtes pas des méchants. Vous êtes simplement des gens qui n'ont pas pu m'aimer comme j'en avais besoin. Des gens qui ont choisi le confort plutôt que la justice. Des gens qui ont laissé une fille devenir invisible pour que l'autre puisse briller. Robert pleurait de nouveau. Le visage de Linda était un masque. Mais j'ai aussi fait la paix avec qui je suis. Je me suis redressé. Et qui je suis, c'est quelqu'un qui mérite d'être choisi. Pas en second choix, pas après coup. Choisi en premier. Je les ai regardés tous les deux, les parents que j'avais passé mon enfance à essayer de satisfaire, la famille dans laquelle je m'étais efforcé de m'intégrer. Vous ne m'avez pas choisi. Eux, si. J'ai fait un geste vers les Morrison. Et je l'ai choisi. La salle était silencieuse. Une centaine d'invités ont assisté à ce moment, et aucun d'eux n'a bougé. Linda a ouvert la bouche pour parler. Je ne l'ai pas laissé faire. Je ne vous efface pas de mon histoire. Je ne vous donne simplement plus de place à ma table. Et ce n'est pas une vengeance. C'est juste la conséquence naturelle de vos choix. J'ai fait un signe de tête à la sécurité. Au revoir, maman. Papa. Alors qu'ils étaient escortés à la sortie, les invités ont commencé à applaudir. Pas pour le drame. Pour moi. Le reste du mariage a été tout ce que j'avais espéré. Nous avons dansé, nous avons ri, nous avons coupé le gâteau sous les acclamations de tous. Marcus m'a fait tournoyer sur la piste de danse jusqu'à ce que je sois ivre de joie. Pendant ces quelques heures, je me suis permis d'oublier la confrontation et d'être simplement heureuse. Mais le lendemain matin, mon téléphone a commencé à exploser. Des textos de cousins dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années. Des messages de tantes et d'oncles que je connaissais à peine. La famille élargie des Thatcher avait appris ce qui s'était passé au mariage, et ils avaient des opinions. Comment as-tu pu faire ça à ta mère? La famille, c'est la famille, quoi qu'il arrive. Tu as brisé le cœur de ton père. Je les ai supprimés sans répondre. Mais ensuite, un texto de quelqu'un d'inattendu est arrivé, ma tante Patricia, la sœur cadette de mon père. Tori, j'ai appris ce qui s'est passé. Je veux que tu saches que je suis fier de toi. J'ai fixé l'écran. J'ai toujours su que Linda et Victoria te traitaient mal. J'ai essayé de dire quelque chose une fois, et ta mère ne m'a plus parlé pendant 1 an. Mais tu méritais mieux. Tu l'as toujours mérité. Mes yeux me brûlaient. J'ai répondu, merci. Ça signifie plus que tu ne l'imagines. Sur Facebook, Linda a publié un long statut dramatique sur les enfants ingrats et les familles modernes qui ne comprennent pas la loyauté. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Ce soir-là, j'ai bloqué tous les numéros de téléphone et comptes de réseaux sociaux liés à la famille Thatcher. Non pas par colère, mais par désir de paix. Marcus m'a trouvé sur le balcon de notre suite de lune de miel. Ça va? J'ai regardé le vignoble, qui s'étendait, doré, au coucher du soleil. Oui. Je me suis blotti contre lui. Vraiment. Pour la première fois de ma vie, je ne portais pas le poids de gens qui ne voulaient pas me porter. J'étais enfin libre. 2 semaines après le mariage, une lettre manuscrite est arrivée à notre nouvelle adresse. L'adresse de l'expéditeur indiquait Victoria Thatcher Collins. L'écriture de ma sœur, bouclée, parfaite, exactement comme je me la rappelais des cartes d'anniversaire qui ressemblaient toujours plus à des obligations qu'à de l'affection. J'ai failli la jeter sans l'ouvrir, mais quelque chose m'a poussé à m'asseoir à la table de la cuisine et à la lire. Cher Tori. Je ne sais pas si tu liras ceci. Honnêtement, je ne t'en voudrais pas si tu ne le faisais pas, mais je devais essayer. Maman m'a raconté ce qui s'est passé à ton mariage. Elle est anéantie. Papa n'est plus le même depuis son retour. Je pense que te voir à quel point tu es heureuse sans nous, a brisé quelque chose en lui.
Je sais que nous n'avons pas toujours eu la meilleure relation, mais tu dois comprendre que maman et papa essayaient juste de maintenir la paix. Je n'ai jamais voulu que tu te sentes exclu. Tu as toujours tout rendu si difficile, posant toujours des questions et ramenant de vieilles blessures. C'était épuisant. J'espère qu'un jour tu comprendras que la famille est compliquée. Peut-être que quand tu auras tes propres enfants, tu verras pourquoi maman a fait les choix qu'elle a faits. Je ne demande pas d'excuses. Je voulais juste que tu saches que nous t'aimons toujours, même si tu as décidé que nous ne sommes plus assez bien pour toi. Ta sœur, Victoria. Je l'ai lu 2 fois. Puis je l'ai plié soigneusement et je l'ai mise dans un tiroir. Marcus est rentré et m'a trouvé à la table de la cuisine. Qu'est-ce que c'est? Une lettre de Victoria. Qu'est-ce qu'elle disait? Rien de nouveau. Je me suis levé et j'ai commencé à préparer le dîner. Elle ne comprend toujours pas. Elle ne comprendra jamais. Ça te dérange? J'y ai pensé. Vraiment pensé. Non, ai-je finalement dit. Ce n'est pas mon travail de la faire comprendre. Ça ne l'a jamais été. 1 an après le mariage, la vie s'était installée dans quelque chose de beau. Marcus et moi avons acheté une maison dans la banlieue de Boston, un petit Cape Cod avec un grand jardin, à seulement 20 minutes de Richard et Eleanor. Assez proche pour les dîners du dimanche, assez loin pour l'intimité. Je ne travaillais plus en freelance. Une agence de design m'avait embauché comme directrice artistique, un travail que j'aimais tellement que j'avais à peine l'impression de travailler. Marcus s'épanouissait dans son cabinet d'architecture. Nous construisions une vie ensemble, au sens propre comme au figuré. Et j'étais enceinte. Eleanor a pleuré quand nous le lui avons annoncé. Richard a essayé de ne pas pleurer et a échoué. Les enfants de Daniel se disputaient déjà pour savoir qui serait le cousin préféré du bébé. Un dimanche après-midi, Eleanor et moi installions la chambre de bébé, peignant les murs d'un vert sauge doux, arrangeant de minuscules meubles qui semblaient incroyablement petits. Avez-vous pensé à des prénoms, a demandé Eleanor, tenant 2 mobiles différents. Emily, ai-je dit. Si c'est une fille, Emily Grace Morrison. Les yeux d'Eleanor se sont embués. C'est magnifique. La partie Morrison n'est pas négociable, ai-je souri. Je veux quel est le nom de la famille qui a choisi sa mère. Eleanor a posé le mobile et m'a prise dans ses bras. Tu sais, a-t-elle dit, quand je t'ai vue assise seule dans ce restaurant, je n'avais aucune idée que nous en arriverions là. J'ai juste vu quelqu'un qui avait besoin de gentillesse. Tu m'as sauvé la vie ce soir-là. Non, ma chérie. Elle s'est reculée, en me tenant par les épaules. Tu t'es sauvé toi-même. Nous t'avons juste montré que c'était possible. J'ai regardé autour de moi, dans la chambre de bébé, le berceau que nous avions choisi ensemble, le fauteuil à bascule que Richard avait construit de ses mains, la vie que j'avais créée avec des gens qui m'aimaient inconditionnellement. J'avais enfin tout ce que j'avais toujours voulu. J'étais à la maison. 5 ans, jour pour jour, après m'être assise seule au Harborview Grill, je me suis assise à la tête d'une table très différente. La maison des Morrison était un chaos, le meilleur des chaos. Emily, maintenant âgée de 4 ans et demi, passait de genou en genou comme un petit trésor baveux. Les enfants de Daniel jouaient à un jeu de cartes compliqué dans un coin. Sarah se disputait avec Marcus sur la bonne façon de découper une dinde. Richard se resservait discrètement de la tarte, quand il pensait qu'Eleanor ne regardait pas. Elle regardait. Très bien, tout le monde, Eleanor a tapé dans ses mains. Avant de manger, nous devons porter un toast. Elle a levé son verre et m'a regardé. Tori, veux-tu faire les honneurs? Je me suis levé, Emily dans les bras, et j'ai regardé autour de la table, la famille que j'avais trouvée, la famille qui m'avait trouvé. Il y a 5 ans, ce soir, ai-je dit, j'étais assise seule dans un restaurant, me demandant si j'appartiendrais un jour quelque part. Je pensais que je n'étais pas aimable. Je pensais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez moi, que j'en faisais trop, que j'étais trop difficile, trop dramatique. J'ai fait une pause, sentant la main de Marcus serrer mon genou sous la table. Puis une inconnue, nommée Eleanor Morrison, s'est approchée de ma table et a dit, personne ne devrait manger seul ce jour-là. Et tout a changé. Richard a essuyé ses yeux. Eleanor pleurait déjà. Alors, voici mon toast, j'ai levé mon verre. À la famille. Pas celle dans laquelle on est,
mais celle que l'on construit. Celle que l'on choisit. Celle qui nous choisit en retour. À la famille. À la famille, a répété tout le monde. Les verres ont tinté. Émilie a gazouillé. Richard a finalement eu sa part de tarte supplémentaire. Et j'ai regardé ces gens, mes gens, et j'ai ressenti quelque chose que j'avais passé toute mon enfance à poursuivre. J'appartenais. Complètement. Inconditionnellement. Pour la première fois de ma vie, j'étais à la maison. Après le dîner, Marcus et moi nous sommes assis sur la terrasse arrière, avec Émilie endormie entre nous dans son porte-bébé. L'air de novembre était froid, mais nous étions emmitouflés dans des couvertures, regardant les étoiles apparaître une par une. Tu penses à eux, parfois, a demandé doucement Marcus. Tes parents biologiques? J'ai réfléchi à la question. Parfois, ai-je admis. Au milieu de la nuit, surtout. Je me demande comment ils vont. S'ils ont changé. S'ils ont un jour vraiment compris ce qu'ils ont perdu. Penses-tu qu'ils ont changé? J'ai secoué la tête lentement. Les gens changent rarement. Pas de la manière qui compte. Ça te rend triste? J'ai regardé Émilie, son petit poing recroquevillé près de sa joue, sa bouche parfaite en bouton de rose, sa poitrine se soulevant et s'abaissant à chaque respiration paisible. Avant, oui, ai-je dit. Mais plus maintenant. J'ai passé tellement d'années à être triste à cause d'une famille qui ne voulait pas de moi. Je n'ai plus de place pour ça. Ma vie est trop pleine. Marcus a passé son bras autour de moi. Qu'est-ce qui a changé? J'ai changé. Je me suis blotti contre lui. J'ai arrêté d'attendre qu'il m'aime comme j'en avais besoin. J'ai arrêté de me faire petite pour correspondre à leur version de qui je devrais être. Et j'ai commencé à construire quelque chose de nouveau. À travers la fenêtre, je pouvais voir la famille Morrison, ma famille rire et parler, débarrasser les assiettes et emballer les restes. Poser des limites, ce n'est pas de la vengeance, ai-je dit doucement. C'est de la survie. C'est se choisir soi-même quand personne d'autre ne le fait. Marcus m'a embrassé sur le front. Je suis content que tu aies survécu. Moi aussi. Émilie s'est agitée, faisant de petits bruits de bébé. Je l'ai prise dans mes bras et je l'ai serrée contre moi. Je ne te ferai jamais mériter mon amour, lui ai-je murmuré. Je te promets que tu n'auras jamais à te demander si tu es désiré. Tu le sauras toujours. Elle a bâillé et s'est rendormie. Si vous regardez ceci et que vous avez été le bouc émissaire de votre famille, si on vous a dit que vous en faisiez trop, que vous étiez trop sensible, ou que vous causiez toujours des drames simplement parce que vous avez osé demander à être traité équitablement. Je veux que vous sachiez quelque chose. Ce n'est pas vous. Ça n'a jamais été vous. Vous méritez d'être choisi. Pas en second choix, pas en dernier recours, pas comme le sacrifice acceptable quand le confort de quelqu'un d'autre est en jeu. Choisis en premier, choisis pleinement, choisis sans condition. La famille, ce n'est pas le sang. La famille, ce n'est pas une obligation. La famille, ce ne sont pas des gens qui partagent votre ADN mais vous traitent comme un fardeau. La famille, ce sont les gens qui sont là. Les gens qui vous voient pleurer seul à une table de restaurant et vous invitent à les rejoindre. Les gens qui ouvrent leur dîner du dimanche, leur cœur et leurs documents légaux pour faire de vous, officiellement, définitivement, indéniablement, un des leurs. J'ai passé 27 ans à essayer de mériter l'amour de gens qui n'allaient jamais me le donner. Et puis j'ai passé 5 ans à apprendre à quoi ressemble vraiment l'amour. Non pas de la famille dans laquelle je suis né, mais de la famille qui m'a choisi. Si les gens qui sont censés vous aimer ne peuvent pas le faire, s'ils ont prouvé à maintes reprises que vous passerez toujours en dernier, vous avez le droit de construire votre propre famille. Vous avez le droit de partir. Vous avez le droit d'être heureux. Ce n'est pas de la vengeance. Ce n'est pas un drame. C'est juste vivre sa vie sans des gens qui ne méritent pas une place à votre table. J'ai trouvé les miens, et j'espère de tout mon cœur que vous trouverez les vôtres aussi. Vous le méritez. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la toute fin. Si mon histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, veuillez prendre un moment pour aimer, vous abonner et activer la cloche de notification. Cela aide vraiment plus de gens à trouver ces histoires. Je veux avoir de vos nouvelles. Avez-vous déjà dû poser des limites avec votre propre famille? Partagez votre expérience dans les commentaires. Je les lis tous, un par un.
Et si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, consultez la description. J'y ai mis des liens vers certaines de mes préférées. D'ici la prochaine fois, souvenez-vous, vous méritez d'être choisi.